Elie Tannenbaum, bonjour. Bonjour. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire et merci d'intervenir au profit de ce cours en ligne. Elie Tannenbaum, vous êtes docteur et agrégé en histoire. Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez également enseigné à Sciences Po et à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et votre dernière étude est intitulée « Le rôle stratégique des forces terrestres ». Elle est disponible sur le site de l'IFRI et téléchargeable gratuitement. Elie Tannenbaum, pour nous placer dans la continuité de cette semaine consacrée au champ politico-militaire, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de stratégie, et a fortiori de stratégie militaire, valable dans l'absolu. La stratégie présente un caractère dialectique. La guerre est un caméléon, comme le disait Clausewitz. Alors pourriez-vous nous éclairer sur la dimension contingente de cette articulation entre politique et militaire? La guerre, vous l'avez compris, est plus qu'un simple affrontement violent et organisé entre des groupes humains. Si elle peut apparaître comme une permanence dans la longue histoire de l'humanité, elle n'en possède pas moins une grande variété d'expressions, aussi diverses que les sociétés qui la pratiquent. Comme vous l'avez dit, mon général, Clausewitz affirmait que la guerre était pareille à un caméléon, c'est-à-dire qu'elle changeait d'aspect en fonction du contexte politique, social, économique et culturel qui l'engendre. Les historiens de l'Antiquité ont par exemple depuis longtemps démontré en quoi la phalange des hoplites grecs était l'expression vivante de la cité grecque. Tout comme la chevalerie médiévale, par exemple, ne peut se comprendre en dehors de la société médiévale. De la même manière, la conception de la guerre qui prévaut aujourd'hui en Occident continue d'être associée à un ensemble d'éléments de ce que l'on pourrait qualifier de modernité occidentale. Cette conception de ce qu'est la guerre s'est progressivement forgée au cours de cette période dite moderne qui va du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle et se prolonge d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Cette modernité occidentale de la guerre est le fruit d'un long processus au cours duquel des caractéristiques de différentes natures se sont agglomérées pour former un ensemble relativement cohérent que les études sur la guerre ont pris l'habitude de qualifier de guerre régulière, c'est-à-dire soumise à la règle. Trois ensembles de caractéristiques contribuent à la définir. La première règle est d'ordre tactique. Il s'agit de l'accroissement continu de la puissance de feu. Depuis l'introduction de la poudre noire au Moyen-Âge jusqu'à l'arme nucléaire, la civilisation occidentale a graduellement étendu sa capacité à détruire ses adversaires par sa maîtrise de la chimie des explosifs et des lois de la balistique. Le développement dans les dernières décennies du XXe siècle des munitions de précision a accru en qualité la puissance de feu là où les évolutions précédentes l'avaient nourrie en quantité. La révolution dans les affaires militaires, dont on a beaucoup parlé dans les années 90, n'est en ce sens que la dernière d'une longue série de révolutions militaires successives qu'ont constitué la poudre noire, le feu mobile, le tir indirect et l'arme atomique. Chacune d'elles aura bouleversé l'art de la guerre à sa manière, mais toujours dans la même direction de l'accroissement de la puissance de feu. Un corollaire de cette première règle est l'adoption de formations linéaires sur le champ de bataille. On parle alors d'ordre serré, en ligne, en carré ou en colonne. L'idée est au départ de maximiser les effets de la puissance de feu, comme pour le feu roulant par exemple, inventé par Maurice de Nassau au XVIIIe siècle, qui suppose une disposition en ligne sur 3 rangs. Ces formations linéaires permettent un déploiement de progression ordonnée des armées sur le champ de bataille, qui, en combinant le feu et le mouvement, vont donner naissance à la manœuvre moderne qui va être portée à son apogée par des figures telles que Frédéric II de Prusse ou encore Napoléon. Enfin, l'avènement de la guerre de masse à l'âge des nations au XIXe et XXe siècle va densifier ces lignes jusqu'à donner naissance à la notion de front et par opposition à celle d'arrière. Ce couple front-arrière va ensuite peser lourdement sur l'imaginaire associé à la guerre régulière en Occident. Au moment même où naît la discipline tactique sur le champ de bataille, une discipline politique s'impose à l'emploi de la force armée. C'est le second attribut de la guerre régulière. La curialisation des guerriers, à l'époque moderne,
qui a bien été décrite par Norbert Elias, correspond à un mouvement plus général de soumission des corps militaires à l'autorité politique, d'abord royale, puis nationale. L'État moderne acquiert ainsi peu à peu le monopole de l'emploi de la force à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est ce même édifice politico-religieux qui conduit à l'encadrement de la violence vis-à-vis de la mise en place du droit des conflits armés, ce que l'on appelle alors en latin le ius in bello. Édifié par rapport aux excès de la guerre de Cent Ans, ce régime politico-juridique se fonde notamment sur la distinction entre combattants et non-combattants. La protection des civils, des prisonniers de guerre et des blessés de guerre demeure au fondement, en ce sens, de la modernité occidentale de la guerre, depuis Hugo Grotius, fondateur du droit des gens, jusqu'aux conventions de Genève de 1949. L'une des expressions les plus fortes de cette guerre réglée est par exemple le port de l'uniforme, qui se généralise avec Gustave Adolphe de Suède au XVIIe siècle, et qui démontre bien cette volonté de séparation entre combattants et non-combattants. La troisième et dernière grande catégorie des normes de la guerre régulière se situe sur le plan de la stratégie, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, de ce qui relie les fins politiques aux moyens militaires. En généralisant un petit peu, on pourrait dire que la stratégie dominante à la guerre régulière a pour objectif la destruction des forces armées de l'adversaire. Dans ses premiers écrits, Clausewitz assimile ainsi l'armée au Schwerpunkt, le centre de gravité du dispositif ennemi, la destruction duquel doit entraîner l'effondrement de sa volonté de combattre. La bataille peut ainsi se voir perpétuée comme l'objectif ultime vers lequel tendent les belligérants, le combat final dont dépend l'issue du conflit. Cette caractéristique de la guerre régulière renvoie à ce que le général Beaufre appelait la stratégie directe, c'est-à-dire le recours à des moyens essentiellement militaires pour la réalisation d'objectifs politiques. Puissance de feu, discipline politique et stratégie directe. Voici donc les trois attributs de la guerre régulière. Celle-ci demeure toutefois un concept absolu, ou, pour employer les mots de la sociologie, un idéal type, construit par les historiens et les théoriciens pour mieux approcher un phénomène qui est forcément complexe. Sur le champ de bataille, la réalité est bien entendu plus compliquée. Et bien peu de conflits répondent à tous les critères de la guerre régulière. Elle correspond toutefois à un ensemble plutôt cohérent de représentations qui conduisent à rejeter les modes de conflictualité qui s'en éloignent trop. Ceux qui ne correspondent pas à cette conception vont être appelés les guerres irrégulières.